Oké. Hartelijk bedankt allemaal om hier vanavond aanwezig te zijn voor de vierde workshop in een reeks die georganiseerd wordt door Brusano, dat jullie allemaal kennen als een orgaan hier in Brussel dat vooral interdisciplinariteit en vele initiatieven ondersteunt. En Brussel, dat is de eerste lijnzone Brussel, die eigenlijk op de boot is gestapt samen met Brusano om workshops rond inclusieve zorg te organiseren. Oorspronkelijk werden die workshops 0.5-lijn genoemd, daarna de 0.5-functie, maar uiteindelijk zijn we terechtgekomen in inclusieve zorg. En vanavond is de vierde workshop. We hebben al een workshop gehad rond mensen met een precair verblijfsstatuut. Daarna kwetsbaarheid en perinataliteit, dus alles wat zwangerschap betreft en tegelijkertijd kwetsbaarheid. En de laatste workshop ging over communicatieproblemen in de eerste lijn. Dus dat is nu vanavond hebben wij een thema gekozen dat bij jullie, bij de navraag, toch algemeen werd geapprecieerd als een belangrijk thema. Dat wil zeggen, hoe gaat je met administratieve problemen om? En jullie hebben allemaal de indruk gehad, zeker in jullie werksituatie, dat je voor een muur zit waar geen opening in zit en dat dat met administratieve complexiteit in Brussel of in ons land te maken heeft. En dus die administratieve complexiteit die maakt dat de zorgverlener zonder het zelfs te laten merken hopeloos wordt. De patiënt of de cliënt merkt het wel. En wat de patiënt en de cliënt vooral zorgen baart is als zelfs de maatschappelijke assistent, als de huisarts, als de verpleegkundige, als de vroedvrouw zelf geen oplossing weet, hoe kan ik dan zelf die oplossing vinden? En om dit probleem niet, zou ik zeggen, op te lossen vanavond, maar wel om te vermijden dat we in zulke situaties terechtkomen, hebben wij met de groep die dat voorbereid heeft, en ik dank heel hartelijk de mensen van Brusano en ook van Brussel die dat mogelijk gemaakt hebben. Ik zelf ben, zoals jullie waarschijnlijk weten, huisarts en ik ben op dit moment voorzitter van Brussel. Maar mijn hoop is dat vanavond wij rond dit item een vooruitgang kunnen boeken in onze vaardigheden, denk ik ook, in onze kennis en ook in onze attitude. Er zijn 4 grote delen in deze avond. Dat is het eerste inleidend gegeven. Ik zeg het in het Frans, omdat Laurence van Oui, on t'entend plus tard. Ok, oui, garder le cap dans les situations de complexité administrative. Ensuite, on aura une partie qui sera en sous-groupe, où vous serez divisés dans des groupes. Ne vous en faites pas, ça se passera bien. C'est toute l'équipe qui s'en occupe. Ensuite, on aura de la part de Culture et Santé une explication et une introduction pour certains sur la littératie en santé et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour des personnes qui sont des nouveaux venus ou bien même des personnes de longue date ici en Belgique, mais qui ne s'en sortent pas en question de cette complexité. Et pour terminer, nous aurons des questions-réponses à une assistante sociale du CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk, ici à Bruxelles. C'est Laura qui va nous parler et nous aurons aussi l'occasion de poser les questions et d'avoir des réponses. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à poser votre question dans le chat ou d'être actif pendant les sous-groupes parce que le résultat sera à la hauteur de l'intervention de vous tous qui êtes chacun dans votre situation des experts. Je donne la parole à Laurence Noël. Bonsoir à tous et toutes. Je vais partager mon écran.
et en profiter pour remercier pendant ce partage d'écran Brussano pour cette invitation. Alors, attendez, je lance et vous allez me dire si vous voulez bien, si c'est OK. Attendez. Est-ce que c'est OK? Vous voyez bien? Oui. OK, Oui. parfait. Je peux commencer? J'y vais? OK. OK. Bonsoir à toutes et tous. Et donc, voilà, déjà, merci beaucoup donc, à Brussano et à vous tous pour votre écoute. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour la traduction. Je vais vous présenter ce soir un rapport que nous avons publié en 2017 qui est disponible sur le site. Tous les liens sont dans le PowerPoint en français et en néerlandais. Un rapport qui traite vraiment de la complexité administrative et du non-recours aux droits sociaux. Alors, ce rapport, il a été réalisé dans un cadre très précis, qui est le rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté, qui est publié au complet tous les 2 ans, sauf le baromètre social qui est publié chaque année avec la mise à jour des indicateurs clés pour la région et qui traite de pauvreté et de santé. Et d'autres domaines de la vie aussi, logement, etc. Mais donc, ce rapport, on l'a publié en 2017 et le processus du rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté, c'est vraiment d'essayer de susciter l'information pertinente dans ces matières-là et d'informer tout le monde, les citoyens, les acteurs du social, santé, mais aussi les parlementaires et l'exécutif pour pousser à l'action politique, pour pousser à l'action publique à agir pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et avec le Non-Take-Up, il y a vraiment eu une mise à l'agenda à tout point de vue au niveau régional, fédéral, même communal. On peut en reparler à la fin. Voilà. Alors, je vais commencer. Quand on parle de non-recours au droit, de quoi parle-t-on? On parle vraiment de toute situation. Donc, je l'ai mis en français, en néerlandais. J'ai repris cette définition parce qu'il y a plusieurs manières de voir le phénomène, mais le non-recours, le non-take-up, c'est vraiment toute situation d'une personne qui a des droits, qui est éligible à des droits, c'est très important. C'est pas la non-couverture. Quand on n'est pas couvert, c'est quelqu'un qui devrait peut-être avoir des droits selon les droits humains, etc. Mais là, c'est vraiment une personne qui est éligible, mais qui ne bénéficie pas de ses droits. Et donc, on est parti de cette définition très large et on a reconstruit une typologie que je vais vous présenter. On l'a testée en région bruxelloise. Alors, juste très brièvement, tout ça, c'est les méthodes qu'on a utilisées. Tout ce que je vais dire ce soir est basé à la fois sur une revue de la littérature, des entretiens avec des experts universitaires, des focus group avec, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro, des focus group avec des professionnels comme vous de l'aide et du soin, 26 personnes en situation de non-recours, mais aussi des données quantitatives. Mes collègues ont fait l'analyse quantitative des parcours des personnes sur base d'une demande à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et on a aussi analysé beaucoup de données administratives des institutions publiques de la Sécurité sociale. Donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça se base sur tout ça, des méthodes mixtes et plein de données qualitatives et quantitatives. Ça, c'est tous les services qui ont participé à l'enquête. Alors, en situation, je vais suivre la structure du rapport et simplement vous présenter très brièvement des situations individuelles de non-recours, juste 2 droits fondamentaux en lien avec les soins de santé et le CPAS ce soir, j'en choisis 2, quelques constats sur les parcours socio-administratifs parce qu'on a analysé les parcours socio-administratifs des personnes et essayer de juste épingler quelques défis face à la dématérialisation et à l'automatisation des transferts de données. Alors, les situations individuelles de non-recours. On est parti d'une typologie qui existait déjà, qui a été développée par Philippe Varin en France, spécialiste du non-recours. Et on est parti de ces 4 cas de non-recours au droit. La non-connaissance des droits, la non-demande des droits, le non-accès des droits et la non-proposition des droits. Je vais tout expliquer après. Et alors, on a rajouté un cas parce que c'est très important, je voudrais insister là-dessus. Si un jour le non-recours vous intéresse, vous devez toujours étudier le non-recours au droit, mais aussi à côté l'évolution de la législation. Je m'explique, si maintenant, demain, on décide que les allocations de chômage s'arrêtent, par exemple, après 2 ans, si vous étudiez le non-recours au droit à l'allocation de chômage, vous resterez,
vous ne verrez pas les personnes qui ont été invisibilisées suite au fait que la loi s'est restreinte. Et donc, si vous voulez, il faut toujours, quand on étudie le non-recours, aussi regarder comment les lois se durcissent ou pas, deviennent de plus en plus conditionnelles. Alors, pour la non-connaissance, les gens ont vraiment dit que ce qui compte, c'est l'information et la connaissance des droits, mais surtout la compréhension. C'est tellement complexe aujourd'hui que et les usagers et les professionnels ont du mal à comprendre et à avoir l'information juste. Les répondants ont vraiment dit la base, c'est l'information, mais on a soit trop d'informations, on est perdu dans l'information, ou on n'a pas l'information. Il y a aussi des problèmes de validité d'information. On dit quelque chose à un guichet, on dit autre chose à un guichet. Des informations contradictoires. Et ce qu'ont dit les gens aussi, c'est que ce qui est très important, c'est réaliser toutes les démarches. Aujourd'hui, les droits sont très complexes à accéder ou à maintenir. Et donc, avoir l'information ne suffit pas. Donc, faire des brochures, etc., ça ne suffit pas. C'est vraiment plus la réalisation des démarches qui pose problème. Alors, la non-demande des droits. La non-demande, ça, c'est vraiment le welfare stigma, c'est vraiment le fait de savoir qu'on a des droits, qu'on est éligible, mais ne pas vouloir aller dans un service. Et donc, c'est lié à des conditions physiques ou psychiques. Il y a plein de choses qui expliquent tout ça. Il y a aussi souvent une mauvaise expérience avec des services publics, donc des personnes qui ne veulent plus jamais retourner, par exemple, dans un CPS ou autre, ou des personnes qui ne veulent pas s'identifier à un statut, ne pas vouloir se faire reconnaître comme handicapé, comme personne au chômage, comme personne au CPS, tout ce qu'on appelle le welfare stigma. Et donc, c'est vraiment des personnes qui ne veulent pas demander leurs droits. On a des situations, on le voit bien dans les parcours, où parfois les personnes ne demandent pas pendant un court moment, ou il y a des personnes qui ne veulent plus jamais aller, par exemple, au CPS. Donc, il y a des gens qui parfois vont essayer de se débrouiller par elles-mêmes pendant un court moment et puis vont être contraintes quand même d'aller demander leurs droits, et d'autres qui vraiment ne veulent plus du tout avoir de contact avec les services publics. Voilà, mais c'est souvent lié à une violence institutionnelle subie auparavant. Alors, le non-accès, ça, c'est vraiment le cas le plus souvent rencontré dans l'enquête. C'est vraiment le parcours du combattant, toute la conflictualité qu'il y a maintenant entre les intervenants sociaux et les personnes, où les gens se font de plus en plus évaluer, où les gens sont en contact, mais ne se comprennent pas toujours bien dans la relation administrative avec les intervenants. Le fait qu'ils doivent attendre de plus en plus longtemps aujourd'hui pour faire une demande, il faut aller au guichet, avoir un premier rendez-vous, faire plein de démarches, attendre la réponse, faire le suivi du dossier. Voilà. Et parfois, on a la réponse après le délai, même hors délai, et on doit faire un recours au tribunal du travail. Donc, tout ça, ça crée vraiment des problèmes d'accès aux droits qui sont liés vraiment beaucoup plus souvent à des facteurs institutionnels et administratifs plutôt qu'à des facteurs individuels. Ça, vraiment. Et donc, les gens ont aussi parlé de discrimination par rapport à ce non-accès aux droits. Et c'est souvent aussi lié à des relations interinstitutionnelles qui sont problématiques, donc des services qui ne vont pas communiquer entre eux ou des institutions qui ne vont pas communiquer entre elles. Alors, la non-proposition, ça c'est intéressant aussi, c'est l'intervenant qui ne propose pas ou c'est l'institution qui ne propose pas à la personne parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle a déjà des dizaines et des dizaines de dossiers, elle ne peut pas proposer l'ensemble des droits, parce que c'est dans le cadre relationnel que ça peut parfois mal se passer. Il y a un cadre de plus en plus asymétrique entre les personnes et les intervenants, et parfois ça ne se passe pas bien. L'intervenant ne veut pas proposer des droits, mais c'est beaucoup plus souvent lié à des facteurs institutionnels ou à des quotas, etc., et où l'intervenant n'a vraiment pas le temps de proposer le droit. Et là, il y a vraiment une rupture dans la relation de confiance entre l'usager, le patient et l'intervenant quand le patient ou l'usager réalise qu'on ne lui a pas proposé de droit. Alors, l'exclusion, ça c'est ce que nous, on a rajouté, et c'est important de le rajouter quand on étudie le non-recours, parce qu'il y a de plus en plus de régimes d'exclusion des droits, que ça soit pour le CPAS, pour l'incapacité de travail, la maladie, plusieurs droits sociaux, l'intervention majorée, le chômage, etc. Dans la plupart des droits sociaux aujourd'hui, il y a des régimes d'exclusion, et les gens vont de plus en plus se faire exclure, et ce que nous, on a vu et montré et prouvé, c'est que quand une personne se fait exclure de son droit, il y a de plus en plus de risques qu'ensuite elle soit en non-recours, qu'elle ne veuille plus retourner après, qu'elle n'aille pas se réinscrire chez Actiris, qu'elle ne retourne pas au CPS. Et donc, c'est très important d'étudier aussi
aussi l'exclusion des droits. Alors, il y a parfois des exclusions qui sont légales parce que c'est prévu dans la législation, mais il y a parfois des exclusions qui sont illégales. Quand un usager ou un patient se présente au guichet et qu'on lui dit non, vous n'êtes pas éligible, ça peut arriver alors qu'elle est éligible. Donc voilà, l'exclusion est dans certains cas un facteur de non-recours. Je ne m'étends pas parce qu'il ne me reste plus déjà que 10 minutes, mais donc ce qu'on voit, c'est que vraiment, en situation de non-recours, ce sont plein d'autres acteurs qui vont prendre le relais, des acteurs associatifs, des acteurs religieux, des acteurs de la diaspora, de la communauté, des voisins, des services humanitaires de plus en plus qui prennent le relais en attendant que les gens arrivent à faire valoir leurs droits pour l'aide matérielle, pour la nourriture, pour l'aide psychologique, etc. Donc, les gens doivent se replier sur la sphère informelle, la sphère privée, et c'est humiliant. Et donc, ils sont parfois en colère, etc., par rapport à tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'effets de discrimination. J'avance parce que j'ai encore quelques slides à vous montrer. Donc, maintenant, si on étudie le non-recours par rapport à quelques droits fondamentaux, on a fait vraiment le parallèle entre, puisque la pauvreté est multidimensionnelle, on étudie toujours la pauvreté de manière multidimensionnelle à l'observatoire. Et donc, on a fait un parallèle entre des grands domaines de la vie et des grands droits sociaux fondamentaux, droit au logement, droit à l'éducation, à la formation, droit à l'emploi, droit à la santé, droit à un revenu minimum. Et on les a reliés à des prestations qui existent. Et on a essayé de voir ce qui revenait dans les entretiens sur le non-recours à des prestations et à des droits sociaux qui existent dans la loi belge. Et donc, on voit que pour chaque droit ou prestation, c'est toujours des non-recours différents qui apparaissent. Donc, je vais juste en expliciter deux pour vous ce soir. C'est le non-recours à l'intervention majorée, l'assurance obligatoire aux soins de santé et indemnité. Qu'est-ce qu'on voit pour cette assurance obligatoire en soins de santé et indemnité? C'est finalement un des droits les plus protecteurs de ceux qu'on a vus dans notre enquête, mais que malgré tout, même s'il est partiellement automatique, quand on a le revenu d'intégration, etc., on a d'office le BIM, quand on a la GRAPA, c'est un droit qui est cumulatif, c'est un droit qui est activé automatiquement si on accède à d'autres droits, donc c'est très bien, mais il y a quand même des seuils, et il y a quand même, malgré l'obligation que les mutuelles préviennent, par exemple, les affiliés qui peuvent être BIM, eh bien, il y a encore des cas où ça ne se passe pas toujours, ou que sur le BIM revenu, on voit bien qu'il y a parfois des personnes qui n'arrivent pas à faire valoir leur BIM. Et donc, si on prend plus globalement cette assurance obligatoire en soins de santé et indemnité, avec toutes les indemnités qu'elle prend, on voit que quand même, il y a des situations de non-demande. Ça, c'est vraiment quand les gens reportent leurs soins, ne se soignent pas, ou reportent leurs soins. Ça, c'est vraiment très fréquent. En situation de pauvreté, les gens reportent leurs soins, ne se soignent pas, parce que souvent, c'est une question de coût, de ne pas savoir combien ça va leur coûter, de mobilité, etc. Même si, bien sûr, il y a eu des améliorations avec le Covid. Je sais qu'il y a vraiment maintenant, les prescriptions sont en ligne, le tiers payant est activé, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis l'enquête, mais malgré tout, l'AMU aussi, il y a eu vraiment des améliorations, mais malgré tout, il reste beaucoup de difficultés quand même parfois pour les gens, rien que pour une question de coût, etc. La non-proposition, moi j'ai déjà dit, c'est les mutualités, par exemple, ou pour les droits complémentaires. Le non-accès, ça c'est plus lié à des problèmes de flux, par exemple, entre une mutualité et la banque Carrefour, ou donc quand une personne va passer, par exemple, de la maladie au chômage ou du chômage à la maladie, etc., qu'il va y avoir des problèmes, ou bien une personne qui ne reçoit pas un courrier, ou qu'il y a une erreur dans la banque de données, etc. Donc voilà, l'accès à Internet, etc., je vais y revenir. Et aussi, par exemple, donc il y a l'exclusion dans certains cas, il y a des fermetures automatiques de droits, ou bien il y a des conflits entre des médecins, par exemple, de l'INAMI avec des médecins de l'ONEM, ou des médecins, le médecin généraliste qui ne va pas avoir le même diagnostic que le médecin de l'ADG personnes handicapées. Et donc, finalement, dans l'exclusion des droits par rapport à ces droits liés aux soins de santé, on voit que c'est là que ça va se jouer. Particulièrement, je pense à la loi de réintégration au travail, il risque d'y avoir dans le futur de plus en plus de conflits comme ça entre médecins évaluateurs de différents organismes qui offrent les prestations et le médecin généraliste. Et de plus en plus aussi donc
devoirs administratifs de tous ces médecins et qui créent des problèmes d'effectivité des droits pour les patients qui sont souvent en mauvaise santé. Donc, c'est ça qui est vraiment le contraste le plus frappant pour les soins de santé, c'est qu'on a une personne malade en besoin urgent de soins, mais qui va devoir quand même faire des démarches, toute une série de démarches pour faire valoir ses droits malgré des améliorations récentes. Ce qu'on a vu aussi clairement avec le Covid et même avant le Covid, c'est que dès qu'il y a une hospitalisation ou une revalidation, par exemple, souvent il y a des risques de perte de droits ou des risques d'endettement, en tout cas pour les personnes en situation de pauvreté. Et avec le Covid, ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment de plus en plus des fortes disparités des inégalités sociales. J'ai envoyé un lien avec un article français, une étude française, Epicov, qui a vraiment bien montré ça, les disparités liées. Il y a quelqu'un encore qui a oublié d'éteindre son micro, je crois. Donc voilà, je passe parce que sinon j'aurais pas assez de temps pour le droit à l'aide sociale et donc au CPS. Là, de manière globale, ce qu'on a vu qui était le plus fréquent, c'était vraiment le non-accès, avec vraiment des questions spécifiques liées au CPS en contexte bruxellois, avec 19 CPS, 19 manières d'accueillir, etc., qui créent vraiment des problèmes d'accès. La non-demande est très fréquente pour les CPS parce qu'il y a encore beaucoup de représentations négatives du CPS pour les personnes, surtout des personnes qui n'ont jamais été en contact avec un CPS ou celles au contraire qui ont déjà eu un contact mais à qui ça ne s'est pas bien passé. Une non-connaissance de tous les autres droits complémentaires. Souvent, ils ont le revenu d'intégration, mais ils ont peur de demander d'autres droits. Des non-propositions de droits complémentaires liés au droit au droit au revenu d'intégration et des exclusions aussi, puisque maintenant, quand on a un revenu d'intégration, on peut être exclu de ce revenu d'intégration si on ne satisfait pas à certaines conditions du projet individualisé d'intégration sociale, le PIS. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Ce qu'on a retenu des parcours, alors des parcours, s'il faut retenir juste quelque chose, c'est vraiment une instabilité croissante. Mes collègues ont vraiment bien montré. Donc, les gens changent de plus en plus de position socio-économique et de parcours. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a des risques sociaux de plus en plus élevés, de tomber malade, d'arriver au chômage. On a du travail précaire de plus en plus. Et donc, les gens changent tout le temps de situation. Il y a de plus en plus de séparations dans la famille, etc. Dès qu'il y a des transitions de la vie, qu'on arrive à la retraite, qu'on arrive dans la vie active, tout ça, c'est des moments où les gens changent de statut. Et ce qu'on a vu, c'est que même en étudiant des groupes sociaux vulnérables, les gens changent de plus en plus souvent de statut. Et à chaque changement de statut, cette instabilité va créer un risque de non-recours. Et donc, les gens restent de plus en plus longtemps entre deux statuts. Ça, c'est ça qui est un problème. Alors, on voit que ça crée vraiment un problème de pauvreté monétaire, puisque si les gens restent entre deux statuts, ils n'ont pas de revenus. Et donc, ça va vraiment créer des situations de détériorisation des situations matérielles, avec vraiment parfois des pertes de logement et des dégradations de situations de santé. Alors, c'est souvent beaucoup plus lié à des problèmes interinstitutionnels où, par exemple, on va avoir des problèmes de coordination interne ou externe entre institutions de la sécurité sociale, des dynamiques d'évitement où plus personne n'est responsable des personnes et où les gens restent sans droit de plus en plus longtemps, avec aussi une conditionnalisation au niveau fédéral vis-à-vis des organes coopérants. On va avoir l'ONEM qui va demander de plus en plus de conditions aux syndicats pour être remboursé, le SPP Intégration sociale qui va parfois demander de plus en plus de conditions au CPS pour être remboursé, l'INAMI aussi aux mutuelles. Et donc, tout ce système de conditionnalisation que les gens connaissent, finalement, c'est aussi quelque chose qui est conditionnalisé pour les institutions elles-mêmes, entre le fédéral, les acteurs coopérants et puis les usagers. Donc voilà, je vais un peu vite parce que j'ai trop peu de temps malheureusement. Mais donc voilà, et tous les acteurs participent clairement à l'effectivité des droits sociaux. Voilà, alors pour la dématérialisation en 2 minutes, simplement dire que la dématérialisation, donc le e-government, l'automatisation des droits, etc., c'est souvent présenté comme un avantage. Malheureusement, sur le terrain, il y a encore beaucoup de problèmes d'effectivité des droits. Cette dématérialisation, elle crée des problèmes, clairement. Ce n'est pas que lié à la fracture numérique, c'est dans la relation même entre le patient et l'intervenant. Il y a l'écran, il y a de plus en plus, voilà, il y a la fracture numérique, il y a des problèmes d'accès à Internet, des compétences à avoir, etc. Mais il y a aussi, c'est des questions de procédure où maintenant tout est en ligne et où les gens n'ont plus les moyens de faire valoir,
ils n'ont plus, ni les personnes, ni les intervenants, les deux sont dépossédés des moyens de rendre leurs droits effectifs à cause des procédures, à cause de la disparition des guichets, à cause du fait qu'ils n'ont plus les moyens de savoir où en est leur dossier, de se présenter à un guichet, qu'on leur donne une réponse. C'est souvent des front desk où ils n'ont pas de réponse. Il y a aussi souvent beaucoup d'intervenants qui sont ensemble pour pouvoir octroyer les droits. Il y a souvent 3, 4, 5, de plus en plus d'intervenants qui sont là et ça crée vraiment des problèmes d'effectivité des droits. Le Covid a redoutablement accéléré cette dématérialisation. Et donc, il y a toute une série de services qui ont rouvert, mais pas rouvert comme avant. Il y a même des décisions de dématérialisation qui étaient prises bien avant le Covid. Et donc, c'est un mouvement qui est très, très fort et qui crée du non-recours et qui aggrave le risque de non-recours au droit. Alors, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, hein, mais pour terminer, mais les solutions proposées, malheureusement, comment dire, avoir un accompagnateur dans un espace numérique ne suffira pas à résoudre tous les problèmes et la déshumanisation liée à la dématérialisation. Et donc, pour conclure, c'est le dernier slide, il est clair qu'au niveau régional, il y a énormément de défis pour pouvoir répondre à ce problème de non-recours au droit et il faut absolument travailler sur les motifs de pourquoi est-ce qu'on refuse les droits aux gens. On a remarqué en examinant les motifs de refus que parfois les motifs de refus, c'est juste parce que quelqu'un n'a pas reçu un courrier, ne s'est pas présenté à un rendez-vous, etc. Donc, il faut vraiment essayer de réfléchir, d'avoir une réflexivité collective au niveau de la sécurité sociale et des services régionaux sur les manières d'interpréter les lois, les manières de faire du travail social, d'avoir des relations de care, mais aussi clairement sur l'accès et le maintien des droits sociaux, essayer de simplifier les procédures, mais c'est surtout au niveau fédéral que ça se trouve, puisque les droits qui permettent d'avoir un revenu, c'est surtout les droits qui se situent au niveau fédéral. Alors souvent, c'est l'automatisation qui est présentée comme une solution. Or, il y a des risques à l'automatisation. On l'a bien vu, on l'a bien montré dans le rapport. Il y a parfois des erreurs qui créent des fermetures de droits. Et donc, l'automatisation est une solution si les données sont justes. Et il faut absolument un contrôle humain qui est nécessaire des données et clairement, vraiment travailler sur le traitement des données, comment elles sont faites, ces données, mais aussi le traitement des algorithmes, etc. L'Institut fédéral des droits humains a rendu un avis là-dessus en demandant une transparence sur les algorithmes qui traitent les données des personnes. Alors même s'il y a eu vraiment avec le Covid un assouplissement de beaucoup de lois et de droits sociaux comme le chômage, hein, etc., ces assouplissements sont momentanés. Et donc, il faut vraiment essayer de travailler sur base d'un arsenal juridique qu'on a, qui est la loi Only Once ou la charte de l'assuré social qui agit au bénéfice de l'usager et simplifier drastiquement les procédures, surtout au niveau fédéral. Voilà, sachant que chaque acteur est vraiment responsable de l'effectivité des droits, y compris certains acteurs privés comme les banques, les employeurs ou les secrétariats sociaux, par exemple, qui ont un rôle énorme dans l'octroi des droits sociaux. Voilà, je suis désolée, je dois déjà m'arrêter ici pour respecter mon temps de parole, mais je vous ai mis aussi en plus les recommandations formulées par les personnes, les assistants sociaux, etc., par les personnes en situation de non-recours, voilà, pour essayer de lutter contre ce non-recours au droit. Et je vous ai mis les liens vers le rapport et encore voilà, vers un article et des vidéos, etc., si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Voilà, et je vais arrêter le partage d'écran et je m'excuse d'avoir un petit peu dépassé le temps de parole. Merci bien, Laurence, pour cet exposé qui nous a tous touchés parce qu'on sent tout ton désir de nous faire reconnaître ce terrain et en même temps de faire reconnaître les droits à ceux qui en ont le droit. Et je suis sûr qu'il y aura des questions, on pourra les poser dans le chat, mais surtout merci pour, dans ce très court laps de temps, avoir introduit tant de choses nouvelles également pour moi. Merci à vous. Oui. En nu geef ik het woord aan de verantwoordelijke voor de indeling in de groepen, tenzij dat er nog een andere boodschap te geven is. Als er geen vragen zijn vanuit het publiek, ik heb er geen in de chat zien staan, maar als iemand een vraag heeft, mag je altijd je handje omhoog steken of gewoon het woord nemen. Il y a un commentaire de Noémie Grellet qui dit « Sujet passionnant, merci ». Pas une question, mais un commentaire.
Merci. Et j'ai pas eu le temps de mentionner, mais Médecins du Monde a fait une excellente étude sur justement le non-recours à l'AMU et l'harmonisation des pratiques dans le cadre de l'AMU. Excusez-moi, moi je ne sais pas me servir du chat. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, évidemment. Oui. Alors, excusez-moi, je vais d'abord me présenter quand même. Donc, je m'appelle Johnny, je suis expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. Je suis engagé pour SPP Intégration Sociale et détaché à la CAMI, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité. Quand on parle de non-recours, quand les personnes sont radiées du registre national et qui n'ont plus aucun droit, ça, c'est vraiment des situations qui sont dans le non-recours. C'est vraiment le pire des cas. Donc, et par exemple, quand je parle d'adresse de référence, ça peut permettre aux personnes de sortir la tête de l'eau, même si institutionnellement, il y aurait des choses qui devraient être faites vraiment pour s'occuper de ces personnes. Est-ce que ces personnes sont prises en compte dans le non-recours? Oui, bien sûr. Donc, dans l'enquête, on a aussi eu des cas comme ça de radiation du registre national. Bien sûr, ça a été pris. Donc c'était une enquête qui a été menée en 2016. Ça a été publié en 2017. Mais bien sûr, ça concerne surtout des personnes sans abri, mais pas que. Et donc, on a insisté. Et bien sûr, dans le rapport, vous verrez qu'il y a plein de choses sur l'adresse de référence. Il y a eu des travaux pour essayer de mettre d'accord les 19 communes, les 19 CPS pour des pratiques communes en matière d'adresse de référence, parce que c'est vraiment quelque chose. Et là, avec la précarisation croissante, l'augmentation des prix, les risques de perte de logement et de mouvements locatifs, l'adresse de référence est vraiment une clé de maintien des droits sociaux. Et donc, c'est clair qu'il faudrait absolument que… Mais je pense qu'il y a vraiment des accords. Hein. Il y a un gentleman agreement, etc., au niveau de la région bruxelloise pour justement essayer de maintenir certains… Enfin, voilà, en tout cas, avoir des pratiques et des accords. Mais il est clair que l'adresse de référence, c'est vraiment une des manières d'essayer de maintenir les droits et de ne pas devoir refaire tout le travail une fois qu'il y a une radiation qui demande énormément d'énergie. Et voilà, merci pour Mais votre excusez-moi, commentaire. mais Oui, le gros problème, c'est le ping-pong institutionnel entre les CPS, ça, c'est les compétences territoriales. Donc, ce n'est pas oui, moi. oui. Voilà. Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais c'est vraiment un gros problème. C'est un problème immense et c'est vrai que si vous voyez dans la partie 2, lorsqu'on parle du droit à l'aide sociale et des 19 CPS, effectivement, on a vraiment on a vraiment décrit de manière très précise tous les problèmes voilà, de renvoi d'un CPS à l'autre et les problèmes que ça pose. Les gens ne comprennent pas pourquoi quand ils déménagent, ils n'ont pas accès aux mêmes droits, ils n'ont pas le même accueil, ils n'ont pas les mêmes réponses, ils n'ont pas parfois toujours la carte médicale. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Après, le rapport ne plaide pas pour un CPS sur la région. Je pense que d'autres villes européennes comme Paris nous envient d'avoir une approche, comment dire, un réseau de CPS locaux aussi proches des citoyens et d'en avoir 19, c'est une force avec des antennes pour Bruxelles 1000, etc. Ce qui ne va pas, le problème, c'est effectivement toutes ces différences de politique, d'accueil, voilà, de manière de faire. Là, vraiment, c'est très problématique pour les Bruxellois et pour les usagers au quotidien. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas… Merci. Je me permets juste on va prendre les autres questions. Il y aura un autre moment de questions-réponses par la suite. Il va falloir entamer parce que les sous-groupes, je laisse Esther introduire les sous-groupes. Oké, yes. We gaan zo meteen ingedeeld worden in verschillende breakout rooms, waar jullie samen met een ervaringsdeskundige een casus rond een complexe administratieve situatie gaan bespreken. Voor de Franstalige breakout rooms mogen we Johnny Kaan en Cécile Charlet verwelkomen. En voor de Nederlandstalige breakout room Gwendoline Tonneau. Alle drie zijn ze ervaringsdeskundigen in de armoede. Nadien komen we dan terug plein air samen, waar we dan vanuit elke breakout room een korte terugkoppeling doen over de casussen en de oplossingen die gevonden werden. Dan zien we jullie zelfs terug en kunnen we nu naar de breakout rooms gaan. Tot zo.
Oké, ik denk dat iedereen terug is vanuit de breakout rooms. Klopt dat? Oké. Dan wil ik jullie nog even duiden op het feit dat jullie opnieuw jullie simultaanvertaling kunnen aanduiden van onder op de wereldbol, zodat jullie in jullie gewenste taal kunnen volgen. Nog even kort ook voor de aanwezige artsen en apothekers. Voor jullie accreditering mogen jullie altijd jullie naam, jullie voornaam en jullie RISIF of UPB-nummer in de chat zetten. Onze tweede presentatie wordt gegeven door Alexia Brumagne en Laurence Dont van Cultuur et Santé. Zij gaan jullie enkele tips en tools geven over hoe je rekening kan houden met gezondheidsgeletterdheid in jouw organisatie. Dan geef ik nu het woord aan Alexia en Laurence. Laurence? Oui. Ouais, attends, ouais. Je t'en prie, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Ben voilà, nous allons vous présenter avec Alexia, voilà, vous donner quelques informations ici et comment prendre en compte la littératie en santé au sein de votre institution. On va commencer par se présenter rapidement. Donc, nous travaillons comme chargé de projet à l'ASBL Culture et Santé, qui est une ASBL active depuis 40 ans, à la fois sur Bruxelles et sur la région wallonne. Notre objectif transversal est la réduction des inégalités sociales de santé et nous sommes une équipe multidisciplinaire de 19 personnes. Nous travaillons dans 3 secteurs d'activité, la cohésion sociale, l'éducation permanente et la promotion de la santé. Au sein de ce secteur, nous sommes un service support en matière de littératie en santé. Et plus spécifiquement, nous donnons un appui aux acteurs de deuxième ligne par le biais d'accompagnement spécifique, d'avis d'expertise, de formation, voilà, et d'autres services. Alors, on va commencer sur la littératie en santé. Voilà, la dia suivante. Donc ici, on vous a mis un petit schéma par rapport à la notion de littératie en santé qui désigne un ensemble de capacités et de compétences en lien avec le traitement de l'information santé par un individu. Donc, il y a une flèche ici au milieu de la dia et donc vous pouvez voir que ces compétences s'inscrivent dans un continuum entre d'une part les compétences purement personnelles et dépendantes de l'individu, comme le fait de savoir lire, de savoir écrire, de savoir parler la langue du pays, d'avoir une conversation téléphonique, par exemple, en français. Et puis d'autres compétences qui dépendent fortement des systèmes sociaux et de santé en place. Par exemple, comment trouver une info sur une pathologie rare, même si on a un niveau d'instruction élevé, l'information peut nous échapper car elle n'est pas facilement trouvable. Et par exemple, faire des démarches administratives peut aussi s'avérer voilà, complexe à faire. Et donc, entre ces deux extrêmes, on trouve tout un panel de compétences plus ou moins prises dans les systèmes, qui peuvent être, par exemple, comprendre la posologie d'un médicament, qui va dépendre de la lisibilité de la notice, ou par exemple trier l'information sur le web dans un océan d'infos. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Parfois, elles sont contradictoires, parfois elles sont fausses. Ou par exemple aussi déchiffrer le courrier d'une mutuelle avec toutes les mentions légales, par exemple, et formulées dans un langage soutenu. Ou alors parfois aussi communiquer avec des professionnels de santé ou du social qui parfois, ils utilisent un jargon et ce n'est pas toujours facile de les comprendre. Alors, la littératie en santé, ici, nous vous expliquons dans cette dia, les compétences qui sont mobilisées s'inscrivent dans 4 dimensions. Et elles sont les suivantes. Donc, par exemple, la première, c'est celle de l'accès, accéder à une information, c'est-à-dire la capacité de rechercher, de trouver et d'obtenir une information pour la santé. Ensuite, la comprendre, donc la capacité de comprendre l'information pour la santé qui est accessible.
et puis l'évaluer, la capacité d'interpréter, de filtrer, de juger et d'évaluer l'information pour la santé qui a été consultée. Ensuite, appliquer, c'est-à-dire la capacité de communiquer et d'utiliser l'information pour prendre une décision afin de maintenir ou d'améliorer la santé. C'est donc un processus qu'on répète pour chaque dimension. On a déjà vu précédemment dans les exemples apportés que finalement actionner certains droits, faire des démarches pour obtenir des aides requiert la mobilisation de beaucoup de compétences pour l'individu. Et donc, il faut donc noter que la littératie en santé est une notion qui est fluctuante, qui varie en fonction de l'état physique dans lequel on se trouve, dans l'état émotionnel aussi, et dans une situation donnée. Donc, quand on est nous-mêmes au sein d'une situation complexe et difficile, on peut être pris par l'émotion, et cela va donc avoir une influence sur notre manière de traiter l'information qui nous est donnée, la manière dont on peut la comprendre, dont on peut la mémoriser. Et le cadre et l'environnement dans lequel on reçoit une information a aussi beaucoup d'importance. Est-ce qu'on reçoit une information entre deux portes rapidement? Est-ce qu'on est reçu agréablement par un professionnel de la santé? Est-ce qu'on se sent écouté? Est-ce qu'on reçoit une information via un courrier? Donc tout cela va impacter en tout cas notre manière de la traiter. Voilà, alors sur la diapositive suivante, on voulait vous mettre en avant qu'on peut aussi représenter la littératie en santé de cette manière. Donc, cela met l'accent à la fois sur le fait que l'exercice des compétences individuelles et la rencontre entre, donc, d'une part, les compétences individuelles et les exigences des systèmes sociaux, voilà, rentrent en tout cas en action. Et au plus l'exigence des systèmes sociaux et de santé, au plus est complexe, au plus les exigences vont être aussi, les exigences pour les comprendre vont aussi être hautes. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, en termes d'action, cela signifie qu'on peut agir à la fois sur les compétences individuelles des personnes, par exemple via des animations collectives ou via voilà, des informations aussi qui ont été passées, en tout cas peut-être sous une information qui ont été rédigées en langage clair, pour donner aussi un autre exemple. Et puis pour agir par exemple sur les systèmes et les acteurs gravitant dans ces systèmes. Ça peut être par exemple en adaptant l'information dans un système, en faisant attention dans le cadre d'une salle d'attente à comment est-ce que les informations sont disposées, quelle attention on leur donne. Voilà, ça peut être aussi des exemples à mettre en place. Alors, je vais poursuivre en parlant de l'approche organisationnelle de la littératie en santé qui va un pas plus loin en s'intéressant en fait aux efforts que va entreprendre une institution, une organisation pour tenir compte du niveau de littératie en santé de ses usagers. Cela dans le but de vraiment rendre la navigation, la compréhension et l'utilisation des informations et des services plus faciles. Donc ça, c'est l'approche organisationnelle de la littératie en santé. Elle a été notamment définie par Cindy Bracht, qui a défini 10 attributs d'une organisation pro-littératie en santé. Et donc, ici, on se place vraiment du côté des systèmes. On dépasse les compétences individuelles, à la fois les compétences des usagers ou des patients, mais aussi celles des professionnels, à savoir communiquer, et voilà les exemples qu'a donné Laurence, mais on se place à un niveau plus haut qui est vraiment le niveau institutionnel. Alors, pour voir un peu plus en détail ce que représente la littératie organisationnelle en santé, on a imaginé ce schéma. Et donc, la première chose à noter, c'est que pour être une organisation pro-littératie en santé, il faut que la littératie en santé soit inscrite dans les missions de l'organisme, de l'institution, qu'elle soit soutenue par la direction, soutenue en termes de temps, en termes d'argent, en termes de reconnaissance. De là va découler plein d'actions
dont la première sera de former l'équipe et tout le personnel à la littératie en santé, donc au concept, mais aussi aux techniques de communication, afin de vraiment être capable de mieux communiquer, d'adapter sa communication. Dans la communication, on entend la communication écrite, donc le fait d'utiliser, de concevoir des supports d'information clairs et fiables, aussi communiquer oralement. Ça comprend aussi la création d'un environnement qui est favorable à l'exercice des compétences en littératie en santé, puisque comme on sait que ces compétences sont très fluctuantes, eh bien, c'est important de mettre un cadre propice à l'exercice de ces compétences. Ça passe vraiment par un cadre de confiance, par une isolation sonore, par exemple, ce genre de choses. Le quatrième pilier, on va dire, qui passe par la formation des professionnels, c'est aussi le fait d'être capable de travailler en réseau avec des partenaires locaux, dans l'idée que voilà, on ne peut pas tous agir seuls en matière de littératie en santé et on doit se coordonner avec différents partenaires. Alors, à gauche, vous voyez un élément vraiment transversal qui est l'implication des usagers dans ces différentes étapes. Alors, par implication, on sait que c'est parfois compliqué, mais ça peut être au moins de la consultation. Et donc, c'est vraiment l'idée de consulter les personnes qui sont bénéficiaires des services à ces différentes étapes. Et ensuite, à droite, vous voyez donc une étape importante dans l'approche organisationnelle de la littératie en santé, c'est que l'institution est capable de s'auto-évaluer, de pouvoir porter un regard sur les actions qu'elle met en place, mais aussi de pouvoir partager ses expériences. Et donc, ça passe par la rédaction d'articles, la participation à des colloques, des conférences, en tout cas le partage des expériences menées en son sein. Alors, pour faire le lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, plusieurs choses sont à noter. Donc, la première, c'est vraiment l'idée qu'on a vu dans les cas pratiques présentés, en tout cas, ça a été le cas dans mon sous-groupe, que voilà, une personne peut être renvoyée d'un service à l'autre, les démarches sont complexes, que cette complexité va avoir un impact sur le recours à certains droits. On a vu aussi que parfois, ça dépend des professionnels avec qui la personne est en contact. Mais ici, c'est l'idée qu'on peut agir à un niveau institutionnel et organisationnel et que donc la responsabilité, elle est plus sur les épaules des individus, mais vraiment sur cette échelle plus systémique et structurelle. Ça décharge un peu la responsabilité, on va dire, des professionnels. Alors, le deuxième point, c'est l'idée que la littératie organisationnelle en santé s'inscrit dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, puisque de nombreuses études ont montré que le niveau de littératie en santé a un impact sur l'état de santé des personnes. Et donc, en agissant à un niveau plus méta, on prend en compte la littératie en santé des personnes et donc on peut in fine agir sur l'état de santé également. Alors, c'est un travail d'équipe qui inclut donc les personnes, comme vous l'avez vu, donc toute l'équipe d'une institution, mais aussi les personnes donc, qui la fréquentent et qui utilisent les offres afin de bénéficier de leur regard à chaque étape en fait, du recours ou de l'utilisation des services. Alors, ce n'est pas parce qu'on agit à un niveau organisationnel qu'on ne peut pas encore agir sur des niveaux individuels. Et donc, ça peut être bien sûr articulé avec un travail de renforcement des compétences des citoyens ou des usagers qui peut se faire au sein de différentes organisations. Donc là, c'est vraiment l'idée au sein d'un espace collectif ou en relation interindividuelle, de pouvoir renforcer les compétences des personnes à traiter les informations en matière de santé. Ça peut se faire voilà, via par exemple des mises en situation, des jeux de rôle, le fait de pouvoir préparer une consultation ou un rendez-vous, le fait de travailler, de renforcer aussi les compétences de communication et les compétences psychosociales des citoyens pour entrer en communication avec des professionnels. Alors, clairement, le fait d'encourager la littératie en santé, ça passe, en tout cas dans une échelle vraiment structurelle, ça passe
par le fait de donner des moyens. Donc, je le disais, des moyens en temps, en argent, mais aussi en formation des professionnels et des citoyens également. Voilà, ça a déjà été abordé, mais on avait retenu quelques points d'attention. La formation du personnel, le fait de veiller donc vraiment à l'environnement dans lequel une information est transmise. Dans mon sous-groupe, on a par exemple parlé de l'écran qui fait barrière parfois entre un professionnel et un usager. Et donc, ça peut être intéressant de s'interroger tout simplement en fait, sur comment est physiquement organiser, aménager le bureau dans lequel on reçoit les personnes, les salles d'attente aussi. Est-ce que c'est des endroits propices qui vont vraiment être favorables à l'exercice de la littératie en santé des personnes? Je l'ai déjà assez dit, je pense, le fait de faire participer les personnes. J'ai noté entre parenthèses les experts du vécu parce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas, le fait qu'il nous ait partagé le rôle et le travail qu'ils mènent dans les différentes institutions. On voit voilà, ce que ça peut apporter clairement à ce niveau-là. Alors, identifier et actualiser le réseau autour de la personne concernée, c'était vraiment aussi un point d'attention qu'on avait relevé par rapport aux situations de complexité administrative que peuvent vivre certaines personnes. Alors, on voulait juste terminer avec quelques ressources et outils qu'on voulait vous présenter. La première, c'est un outil d'évaluation pour des institutions de soins pro-littératie. Alors, il s'agit d'un guide d'auto-évaluation. Donc, c'est vraiment un ensemble de questions qui doivent se remplir en équipe, vraiment entre professionnels, et où on répond voilà, à plusieurs questions pour voir si notre institution prend en compte la littératie en santé des publics. Alors, pour l'instant, c'est un guide qui est vraiment à destination des institutions de soins, mais on espère et on vous encourage à essayer de l'adapter pour les institutions des secteurs sociaux, tout simplement. Tous les outils dont on parle sont téléchargeables et les liens seront présents dans le PowerPoint. Alors ici encore, oui, deux ressources. Entre autres, ici, vous voyez à gauche un focus santé qui a été réalisé en 2019. Il a été publié sur la thématique de l'accès, en tout cas de l'accès au droit. Et donc, le contenu a été élaboré à partir de constats de professionnels de terrain, notamment des médiatrices interculturelles. Alors, ce focus vise un public spécifique, mais les réflexions et les leviers qui sont mentionnés, entre autres, on parle aussi de la posture professionnelle, peuvent bien sûr être élargis à d'autres situations. Et puis, à droite, nous voyons un autre support, puisque chaque année, nous mettons en place une table d'échange autour de la santé des personnes ayant vécu l'exil. Et la thématique de la première table en 2018 était celle de l'accès aux services pour les femmes. Et donc là, il y a eu aussi un atelier qui a été animé autour de l'accès aux services. Et vous pouvez en tout cas avoir accès à ce rapport, il est téléchargeable. Voilà, de toute façon, tous nos outils sont téléchargeables sur notre site et vous aurez les liens. Voilà. Voilà, et pour terminer avec d'autres outils, c'est toutes nos ressources qui concernent la littératie en santé. On a rédigé pas mal de fiches sur des aspects très précis en matière de communication écrite, communication orale, d'évaluation de l'information sur le web, la mise en place de lieux d'accueil favorables. On a aussi réalisé certaines fiches sur des publics en particulier, les personnes âgées, les personnes sourdes. Et voilà, et on termine donc ce PowerPoint en informant sur les manières dont vous pouvez vous procurer nos outils. Et alors, avec une petite bibliographie sélective, c'est-à-dire donc les ressources qui ont nourri cette présentation. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Et j'arrête le partage d'écran. Oké, dankjewel Alexia en Laurence voor jullie interessante presentatie. Ik heb al enkele interessante vragen en bedenkingen zien staan in de chat. We gaan die straks overlopen naar onze laatste spreker.
En als onze laatste spreker mag ik Laura Verlijssen welkom heten. Zij is hulpverlener en teamondersteuner van het Team Onthaal van CAW Brussel. Het CAW is het Centrum Algemeen Welzijnswerk en zij helpen mensen met hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Dat is heel breed natuurlijk, maar daarom hebben we aan haar enkele veel voorkomende vragen vanuit het terrein voorgeschoteld en zij gaat daar een antwoord op proberen te bieden. Oké, goedenavond iedereen. Dankjewel om mij te ontvangen. Dus inderdaad, ik werk voor het Team Onthaal. Dus dat is het CAW in Brussel heeft heel veel verschillende diensten en wij werken op heel veel verschillende domeinen. Waar mijn team voor werkt, is wat we de algemeen sociale dienst noemen. Dus wij zijn eigenlijk de eerste toegangspoort voor volwassenen binnen Brussel die een vraag hebben. Voornamelijk Nederlandstaligen, mensen die puur Franstalig zijn, verwijzen wij door, omdat het Franstalig netwerk zeer uitgebreid is en het Nederlandstalig netwerk een beetje beperkt is in Brussel. Maar inderdaad, ik heb een aantal vragen gekregen die ik even met jullie ga bekijken. Ik heb wel gezien dat er een aantal vragen heel specifiek over mutualiteit, heel specifieke vragen. Opnieuw, ik werk bij een algemeen sociale dienst. Dus daar, ik kan niet op alles heel gedetailleerd antwoorden. Maar ik ga eens bekijken. De eerste vraag die gesteld wordt is: hoe kan iemand die sinds meer dan 6 maanden niet meer is gaan stempelen of werkloosheid heeft gekregen, terug genieten van zijn werkloosheidsuitkering? Is hij gedurende die 6 maanden nog in orde met zijn mutualiteit? Alles hangt af van de situatie ervoor. Dus was die persoon op dat moment werkloos, kreeg hij een werkloosheidsuitkering en is zijn gehele situatie, gezinssituatie hetzelfde gebleven? Dat wil zeggen, ik heb een partner en die werkt niet. Ja, dan ben ik hoofd en krijg ik een inkomen. Heeft mijn partner een voldoende hoog inkomen? Dan ga ik van mijn werkloosheid relatief weinig krijgen. Oké, ik ga terug 6 maanden werken. Ik word opnieuw ontslagen. Dan kan ik opnieuw een aanvraag indienen bij de werkloosheidsuitkering om te zien of dat ik nog altijd in regel ben en of dat mijn gezinssituatie nog altijd toelaat dat ik een uitkering krijg. Of dat je dan ondertussen in orde bent met de mutualiteit. Het een staat eigenlijk los van het ander. De mutualiteit, in principe, iedereen met een legaal verblijf, moet aangesloten zijn bij een mutualiteit. Er zijn ook een gratis, waarvan ik de naam even niet ken in het Nederlands, maar de KAMI is ook de gratis mutualiteit die bestaat. Zolang dat je eigenlijk je rekeningen bij hen betaalt, blijft in orde. En zelfs als je ze niet betaalt, blijft er nog 2 jaar in orde. Met de basis terugbetalingen bijvoorbeeld. Waar gaat de mutualiteit wel op inhouden? Is bijvoorbeeld een bril. Omdat dat iets aanvullend is, behoort niet tot de basisbehoeften. En dus als jij je facturen niet betaalt van de mutualiteit, je betaalt je bijdrage niet, kan het zijn dat zij zeggen, oké, maar die bijpassingen doen wij niet meer. Dus het ene uitkering staat los van het andere recht, zal ik maar zeggen. Als ik te snel ga, moet je het ook zeggen. Hè. Iemand die gedurende 1 jaar in de gevangenis heeft gezeten, wie regelt voor hem zijn herinschrijving bij zijn mutualiteit en zijn recht op werkloosheidsuitkering? Iemand die in de gevangenis heeft gezeten, 1 jaar of 6 maanden, maakt niet uit. Er zijn heel veel diensten die mensen ondersteunen na de gevangenis. Er is zo'n heel typische dienst en die heet Après. Dus heel... echt een typische dienst voor mensen die uit de gevangenis gaan en gaan bekijken van welke rechten heeft die persoon. Over het algemeen komen zij niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering, omdat er een referteperiode is waarin dat je moet gewerkt hebben. En als jij binnen die referteperiode onvoldoende dagen hebt gepresteerd, verliest je je recht op een uitkering. Dus dan kom je wel in aanmerking voor het OCMW, afhankelijk of dat je onder voorwaarden vrij bent of niet. Wie kan dat in orde maken? Sociale diensten die zich bezighouden met het après-verhaal.
de herinschrijving bij zijn mutualiteit. In principe word je geüpdate, zal ik maar zeggen. De mutualiteit gaat u nooit helemaal vergeten, maar je wordt een beetje op non-actief gezet, zal ik maar zeggen, omdat je in een bijzondere situatie zit als je in de gevangenis zit, uiteraard. Wat valt onder de verplichte ziekteverzekering en wat onder de niet verplichte ziekteverzekering? En waarom kan dit laatste niet door de hulpkas aangeboden worden? Kan ik u heel weinig details over vertellen. Ik weet dat de niet verplichte ziekteverzekering, dat elke mutualiteit daar een andere onderdelen in heeft. En ik weet dat de wetgeving onlangs gewijzigd is. Dat ook de niet verplichte ziekteverzekering, dat ze daar toch invorderingen rond kunnen doen. In ieder geval, ik ken er niet de details van, dus dat is rechtstreeks te vragen aan de mutualiteit. Wat de hulpkas is op de KAMI is echt de basic van de basic. Zij bieden nu, ik ga naar een dokter en ik krijg een terugbetaling van mijn dokter. Ik moet bevallen in een ziekenhuis en ik heb een legaal verblijf. Zij kunnen tussenkomen, want dat kost een enorm bedrag. Dus zij komen echt tussen voor de basis. Ik heb, ik weet niet, een nieuwe bril nodig of ik heb een beugel nodig. Zijn vaak bijkomende verzekeringen, wat dus heel hoog kan oplopen. Dan zie ik, wat is MediPrima en voor wie wordt dat gebruikt? Ik zeg dat het is iets heel typisch voor het OCMW, is eigenlijk hun systeem, hoe dat zij medische tussenkomsten kunnen registreren. Het OCMW kan in verschillende gevallen tussenkomen voor medische kosten. Stel, ik heb een werkloosheidsuitkering, ik heb 3 kinderen ten laste, ik ben alleenstaande. Het is voor mij financieel zeer, zeer moeilijk en mijn kind moet een heel zware operatie laten doen. De mutualiteit gaat voor zijn stuk tussenkomen, maar ook daar heeft de mutualiteit zijn grens en is er nog altijd een heel groot remgeld. Stel, ik heb mijn remgeld van €600, afhankelijk van een lange hospitalisatie, kun je de vraag stellen aan het OCMW. Dat is geen recht, dat is een gunst, maar zij kunnen tussenkomen. Dus mijn regel is bij het OCMW, stel de vraag. Je kunt het altijd maar vragen. Een nee heb je een ja kunnen krijgen. Wat is nog een regel? Is bijvoorbeeld mensen zonder legaal verblijf bestaat een medische kaart. En dat is een beetje hun mutualiteit, zal ik maar zeggen, maar bij het OCMW. Heel specifieke gevallen. Bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje, mijn zoon heeft een bril nodig. Wel, dan gaat een dokter dat moeten attesteren dat dat echt voor zijn gezondheid is en hij echt niet anders kan dan die een bril te hebben. En anders komt de CNW niet tussen. Dan zie ik, wordt het Omnio-statuut automatisch verleend aan een persoon die er recht op heeft, of moet iemand die aanvraag doen en hoe gebeurt dat dan? Het Omnio-statuut of het FIPO-statuut zou in theorie automatisch moeten verleend worden. Uit mijn carrière heb ik dat nog maar heel zelden geweten dat dat inderdaad automatisch verleend is. Heel vaak kijken wij naar mensen hun financiële situatie en zeggen wij, tja, jij komt onder de minimum of meer medische kosten of weet ik veel wat. Dus je komt in de verhoogde tegemoetkoming, vaak door een laag inkomen. Wat je dan kunt doen, is contact opnemen met je mutualiteit, hen de vraag stellen van kunnen jullie onderzoeken of die persoon in aanmerking zou komen? En vaak vragen zij dan een bewijs van beperkte inkomsten, een uitkering van het OCMW geeft u bijna automatisch een omnistatuut, omdat je onder heel laag inkomen valt. Maar daarvoor altijd contact is opnemen als je twijfelt of zo, dan altijd contact opnemen met de mutualiteit. Zij kunnen dat gemakkelijker onderzoeken. En dan gaan zij ook jaarlijks dat bevragen of dat nog altijd van toepassing is. En dan heeft elke mutualiteit een ombudsvrouw of een ombudsman. En wat is haar rol? Ik ga ervan uit dat elke dienst een ombudsdienst heeft. Dat heeft het CAW ook. Maar
ik kan u niet specifiek zeggen wat dat wil zeggen voor de mutualiteit. Ik vermoed wanneer er betwistingen zijn, een beetje zoals bij elke ombudsdienst, wanneer er een betwisting is en je raakt er niet uit met de mutualiteit zelf. En ze zouden iets onterecht hebben gedaan. Wat gebeurt, dat zij dingen weigeren waar wij van weten, maar dat is wel correct. Maar wij zijn daar eigenlijk altijd al uitgeraakt met de mutualiteit. Oké. Ik heb gezien dat er een aantal vragen zijn in de chat. Beantwoord ik die nu direct? Of? Ja? Oké, ik ga een keer kijken. Wacht, hè. Dus ik ga Est-ce toujours d'application qu'une personne de la communauté européenne risque de perdre son droit de séjour dans le pays si une demande d'aide ou CPS? Dus de vraag is of dat iemand die van de Europese Unie, vermoed ik dan, het verblijf in België kan verliezen indien die een aanvraag doet bij het OCMW. Het antwoord, een heel kort antwoord, ja. Wat is de theorie? Ik ben een Europeaan, ik kom uit Polen en ik kom naar België en ik zeg, ik wil hier blijven. En dan zegt de Belgische staat, dat is goed, je moet 2 dingen hebben. Dat is een vast adres en een inkomen. Waar dat inkomen vandaan komt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Ze zijn minder streng met Europeanen dan met hoe dat wij noemen derde landers, dus niet Belgen, niet Europeanen. Als jij voldoende inkomen hebt, meestal zeggen wij het leefloon, dan is dat goed voor ons. Komt dat van een familielid, komt dat van werk, de meeste mensen komt dat van hun werk natuurlijk, dan is dat goed. De eerste 5 jaar, dus ik kom hier in België 1 januari 2022, dan moet ik gedurende 5 jaar ervoor kunnen zorgen dat ik mijn eigen inkomen heb. Dus mijn eigen bestaansmiddelen heb, zoals ze dat noemen. Kan ik een aanvraag doen bij het OCMW? Ja, voor een maximum van 3 maanden. Want na 3 maanden wordt er automatisch berichtgeving gegeven naar de Potemi en dan komt het helemaal in de molen en dan gaan ze, kan die vreemdelingenzaken het te weten komen, zal ik maar zeggen, van je bent naar hier gekomen, je hebt gezegd dat je eigen bestaansmiddelen ging hebben, maar dan nu blijkt dat dat toch niet zo is. Uiteraard zijn dat ook mensen. En bijvoorbeeld in gevallen van interfamiliaal geweld weten wij dat er uitzonderingen zijn. Maar ook niet jaren aan een stuk. Hè. Dus dat is u de tijd geven om even te settelen of zo. Dus dat kan. Dat kan wel. Ik weet dat bijvoorbeeld tijdens de full corona-periode in het begin, dat ze daar ook uitzonderingen op hebben gemaakt. Oké. Ik ga zien dat ik niemand vergeten ben. Ik denk dat dat inderdaad een vraag was voor jou bedoeld. Maar blijf zeker nog even aansluiten, voor moesten er toch nog vragen komen. Super. Dankjewel, Lara. Dankjewel. Alfredo en Leen, gaan jullie de vragen uit de chat samenvoegen? Of... Je pense déjà on peut peut-être partir sur une question sur concernant la littératie en santé. Il y a Fulgence qui demande effectivement comment on peut agir dans le cadre de la littératie en santé, mais spécifiquement un rapport à la représentation culturelle de la santé. Et donc, il cite un peu l'exemple du fait que dans certaines cultures, le surpoids, donc le fait d'être gros, est effectivement considéré comme synonyme de bonne santé. Et donc, quelle est un peu la relation avec la logique scientifique et comment intégrer ça dans une vision de littératie en santé?
Ouais, je vais essayer de tenter de répondre parce que là, c'est vraiment une question qui mériterait peut-être même plusieurs journées de formation et même pas seulement une soirée. Donc, je pense que ça dépasse en fait le champ de la littératie en santé pour aborder celui de l'approche transculturelle en matière de santé. Donc, en tout cas, nous, à Culture et Santé, on encourage à ce que les professionnels s'intéressent au cadre de référence des personnes avec qui ils sont en contact. On dit cadre de référence pour ne pas utiliser le mot culture aussi, parce que c'est un mot empreint de plein de choses, et pour ne pas limiter aussi toutes les représentations qu'une personne se fait à la culture d'un pays, par exemple. En fait, même au sein d'une famille, on a une certaine culture. Au sein d'un même pays, il y a plein de cultures différentes. Et donc, c'est important, en fait, d'aller vers l'autre en essayant de le questionner sur son cadre de référence pour ne pas justement y mettre des préjugés sur base de peut-être connaissances qu'on aurait d'une éventuelle culture que la personne aurait en face de nous. Donc ça, c'est une première chose, c'est donc de faire un pas de côté par rapport à une approche culturaliste où on essaierait d'expliquer certains comportements par la culture, et on essaierait de connaître toutes les cultures du monde, c'est juste pas possible. Mais donc là, on est vraiment au-delà du champ de la littératie en santé. Par rapport à la littératie en santé, je pense qu'il faut essayer de toujours prendre en compte ce facteur-là en se disant que ça va influencer le niveau de littératie en santé d'une personne. Donc la manière dont on conçoit la santé, le corps, la maladie, la relation avec le professionnel, tout ça va influencer aussi notre manière de traiter les informations qu'on va recevoir. Et donc, voilà, il y a plein de moyens de le faire, mais en tout cas, la première chose, c'est de le reconnaître. Et j'ai réfléchi si j'ai autre chose à dire. Non, voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose par rapport à cette question. Non. Ok, mais merci en tout cas, c'était en tout cas intéressant de cerner un peu l'application de différentes choses. Je peux peut-être voir pour une observation que je vois de Laurence, qui effectivement, toujours en rapport à la littératie en santé, demande un peu si on peut aussi parler de littératie en droits sociaux et du fait que les organisations peuvent devenir aussi des organisations pro-littératie en droits sociaux, pas que en santé. En lien avec ça, je vois Annick qui justement a noté qu'une des premières réponses, un élément de réponse peut déjà être le recours aux experts du vécu. Et je vois aussi que justement, Alexia avait cité un outil qui permet une évaluation. Oui, donc je te laisse répondre. Non, mais surtout par rapport à cette question, merci de l'avoir posée parce que c'est vrai qu'on a dû aller assez vite dans notre présentation. Et donc, on n'a pas pu passer par l'explication que pour nous, la santé, on la conçoit vraiment de manière large. Donc, et du coup, les informations en matière de santé aussi. C'est-à-dire que pour nous, une information sur un droit social est une information pour la santé parce qu'elle a un impact bénéfique sur l'état de santé des personnes in fine. Donc, par exemple, voilà, le fait d'avoir une aide sociale, de bénéficier d'un revenu d'intégration, ce genre de choses va améliorer la santé étant donné que ça agit sur les conditions de vie. Donc voilà, ça c'est une première chose, c'est remettre la littératie en santé dans une approche promotion de la santé. Et donc, voilà, le mot santé doit être vraiment pris dans sa manière la plus large possible. Et donc, ça répond peut-être à la question par rapport à ce qu'il faudrait nommer une littératie en santé des droits sociaux. Nous, en tout cas, on l'intègre dans la littératie en santé. Par rapport au questionnaire que j'ai présenté, c'est vraiment un outil qui existe et qui est pour l'instant uniquement centré sur les institutions de soins. Mais voilà, on invite vraiment
les diverses institutions à essayer de se l'approprier. Et ce serait, je pense, un travail très intéressant éventuellement même de le faire ensemble, d'essayer de voir comment on pourrait l'adapter à d'autres secteurs que celui des soins. Oui, voilà, merci pour cette réponse, je trouve. Et voilà, c'est intéressant, ça interpelle aussi un peu quand on parle de santé, c'est quoi un déterminant de la santé ou est-ce que c'est la santé qui doit être considérée comme un déterminant du bien-être, mais voilà, clairement, Ou une des composantes du social. La santé est une des dimensions du social aussi pour certaines autres personnes aussi. Tout à fait, ouais. Et je peux peut-être reprendre une question qui avait été posée justement, je pense plutôt pour Laurence. André, qui citait en effet un autre domaine qui est un peu mal observé, qui est un peu l'accès à l'aide à domicile, qui se perd un peu souvent dans les ping-pong entre différents acteurs qui ont dans leur mission l'aide à domicile, mais il y a des problèmes qui viennent du fait qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans les cases de mission de ces différents acteurs et qui donc risquent de se voir fermer les portes, en effet. Je ne sais pas si peut-être que la question là derrière, c'était plutôt si cet élément-là a été pris en compte spécifiquement. Ik vermoed dat de vraag voor mij was. Thuiszorg is een heel breed begrip. Dat heeft heel veel inhoud. Dat kan heel veel betekenen wat dat thuiszorg is. Sommige mensen hebben nood om met iemand te praten, die heel vereenzaamd zijn. Dat is heel triest, maar thuiszorg is ook betalend en voor sommige mensen is dat te duur om een keer iemand over de vloer te hebben om met mij eens een gespreksje te voeren. Wat wij daarvoor gaan doen is, wij gaan vaak op zoek gaan naar andere oplossingen, naar andere vrijwilligersdiensten, diensten met die mensen een keer nergens naartoe willen gaan. Dan zijn er de thuiszorgdiensten, het kuisen bijvoorbeeld, bij mensen die bijvoorbeeld een hoarding hebben, dus die een verzamelwoede hebben. Die worden vaak ook uitgesloten, omdat mensen daar gewoon weigeren daar te komen. Waar denk ik nog aan? Mensen die echt thuiszorg niet kunnen betalen, want ik weet dat de prijs echt laag is, maar het is niet gratis. En voor mensen met een leefloon is die €5 per week nog altijd heel veel geld. Dus ik denk dat wij wel elke keer vanuit onze sociale dienst dan kunnen bekijken, is er een andere oplossing? Heel veel vrijwilligers doen ook wel echt veel. En soms is dat een keer boodschappen gaan doen. Het enige ding met vrijwilligers is dat je niet kunt zeggen, elke week gaat die en daar staan om donderdag om 2 uur. Dat zijn ook vrijwilligers die hun eigen zaken moeten regelen. Maar afhankelijk van wat de vraag van de cliënt is, gaan we wel echt op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Want inderdaad, thuiszorg is vooral duur. Vaak is dat het probleem, is dat het duur is. Oké, als ik dan correct ben, dank u wel voor de antwoorden van de vragen. Als ik correct ben, zijn we door alle vragen heen. En dan geef ik nog even het woord aan Louis om een korte afsluiting te doen. Ja, bedankt aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. En van Brusano is dat Jessie en Alfredo, van Bruxelles jij, Esther en Leen. Ik denk dat er 2 kernboodschappen zijn die we mogen meenemen. Het eerste is, wat mij opvalt, is dat wij in Brussel eigenlijk zeer rijk zijn. Niet in het gemiddelde inkomen van de personen, maar wel in organisaties die echt professioneel ten dienste van de gemeenschap werkzaam zijn en die kwalitatief heel goed werk leveren. En ik heb dat gehoord via Laurence in de Observatoire de la Santé, een merkwaardig instituut, al jaren
bestaand en ervaring waarop we kunnen beroep doen. In Culture Santé eveneens een geweldige equipe die al van in de jaren 70 bestaat, van de vorige eeuw. En de expert du VQ leest de ervaringsdeskundige. Ik moet eerlijk zeggen dat dat mij heel dicht gebracht heeft bij de kern van onze avond. Dat wil zeggen, eigenlijk kunnen luisteren en ons in het vel steken van de patiënt of de cliënt. En dat lijkt mij een van de belangrijkste zaken om te onthouden als hulpverlener of als persoon die in het welzijnswerk werkt. En dan tenslotte Centrum Algemeen Welzijnswerk via Laura, dus ook heel een organisatie die veel diensten bewijst en haar expertise heeft. Dus afsluitend allemaal bedankt voor al deze inbreng, voor deze input en van jullie als hulpverleners of als zorgverleners veel dank. En wij gaan wachten op uw evaluatie om het de volgende keer nog beter te doen en om ook thema's voor te stellen die jullie echt interesseren en waar jullie iets aan hebben. In ieder geval voor vanavond denk ik dat we voldoende materiaal hebben om nog vele dagen over na te denken en ook uit te pluizen wat de rechten zijn en wat personen mogen vragen, niet alleen mogen vragen, maar moeten vragen aan ons hulpverleners. Goedenavond allemaal en tot de volgende keer. Merci, bonne nuit, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bedankt voor de vertalingen. Bedankt, ja. Merci beaucoup, Sibylle. Ja, goed.